Bien écoutez, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Merci d'être venus très nombreux ce soir. C'est un véritable plaisir que de partager cette audience. Permettez-moi d'abord de remercier chaleureusement et Sophie et François qui ont eu des mots on ne peut plus encourageants pour la suite, mais qui ont eu aussi des paroles qui, je crois, font chaud au cœur, nous réchauffent et nous accompagnent dans la bataille qui s'annonce sévère, mais qui s'annonce être au cœur des enjeux des 2 mois prochains. Vraiment, je les remercie et je vais vous demander de bien vouloir les applaudir. Merci à vous, chacune, chacun d'entre vous d'être là, nombreux ce soir. Alors les comptes sont un petit peu plus élevés puisque quelques personnes nous ont rejoints. On n'est pas loin de 300 ce soir, ce qui tout de même, voilà, je crois qu'on peut vous applaudir, mais me fait chaud au cœur et ne va que dans le sens de ce que nous pouvions espérer, une assemblée relativement importante, d'autant que un certain nombre de nos amis se sont excusés de ne pouvoir être avec nous. Ce n'est pas toujours simple, le lundi soir, compte tenu de l'horaire, compte tenu d'un certain nombre d'obligations pour les uns ou pour les autres. Je voudrais évidemment, au-delà des salutations à chacune et chacun, adresser d'abord des vœux. Des vœux que je formulerai prochainement à l'ensemble de la ville en tant que maire de la commune, mais ce soir, des vœux qui s'adressent à chacune et chacun d'entre vous. Des vœux de santé, cela va sans dire, des vœux de bonheur, et je crois que vous me permettrez d'en formuler en même temps à titre personnel pour moi aussi, et des vœux également de prospérité. Parce que je crois que lorsqu'on a l'ambition de servir une ville, de servir un certain nombre de personnes qui s'investissent au quotidien, qu'ils soient commerçants, chefs d'entreprise, qu'ils soient membres de l'office de tourisme, qu'ils soient engagés dans les services municipaux, on ne peut que souhaiter à chacune et chacun la réussite dans son quotidien et la prospérité dans sa vie. En tout cas, c'est les vœux que je souhaitais formuler ce soir et qui vous sont adressés. Au-delà de ces vœux pour chacune et chacun, ce sont aussi des vœux pour la ville de Ouistreham-Rivabella. Et vous savez, au-delà de toute polémique que je balayerai volontairement d'un revers de manche, je souhaite adresser ce soir des vœux à la ville de Ouistreham-Rivabella. Des vœux de calme, des vœux de paix, des vœux de stabilité, des vœux aussi de sérénité. Sérénité parce que la démocratie s'est exprimée en 2014 et qu'elle s'exprimera de nouveau en 2020. Et que j'ai bien l'intention de faire en sorte qu'elle s'exprime dans une certaine forme de continuité, mais qu'en même temps, cette fois-ci, je souhaite faire entendre que la démocratie qui s'imposera en 2020 soit cette fois-ci tout simplement respectée. Que le choix des urnes soit tout simplement respecté. En tout cas, je le dis ce soir, c'est un vœu que je formule haut et fort. Faisons en sorte que cette année 2020 démarre avec force, avec énergie, et pour la ville de Ouistreham-Rivabella, avec sérénité. Alors si nous sommes là ce soir, évidemment, c'est grâce à vous parce que vous vous êtes mobilisés, vous avez mobilisé autour de vous un certain nombre de vos amis, de membres de votre famille, de vos proches, peut-être pas encore tout à fait assez nombreux, mais peut-être que les 2 mois qui se présentent à nous nous permettront d'être encore plus nombreux et de ravir le souvenir de 2014 où nous étions ici même à quelques jours du premier tour avec près de 600 personnes dans cette salle. Je ne doute pas que nous allons pouvoir continuer d'élargir nos rangs, de rassembler, d'unir, de faire en sorte que vous soyez toujours plus nombreux à nous rejoindre, à rejoindre le comité de soutien. Et si nous sommes là ce soir, et je tiens à le dire, c'est parce que le comité de soutien qui s'est organisé le mois de septembre dernier a su s'organiser avec force, mais aussi avec professionnalisme. Je le dis parce qu'il n'est jamais simple d'établir un comité de soutien, surtout quand vous avez un candidat tête de liste qui sait exactement ce qu'il veut et comment mener, ma chère Sophie, la barque, s'il fallait reprendre la métaphore du skipper qui, comme sur la déclaration de candidature, est profondément accroché au gouvernail. Eh bien,
si nous sommes là nombreux ce soir, c'est parce qu'il y a un comité de soutien. Et je tiens à les remercier parce que sans eux, sans vous, je ne suis rien. Sans vous, je ne peux pas grand-chose. Nous ne pouvons parce que, cumulés à 1 plus 1 plus 1, nous grossissons chaque jour les rangs d'une équipe qui pourra demain transformer le nombre en une victoire dans les urnes. Et ça, je crois que c'est essentiel. Alors, je le dis, nous sommes là grâce à vous, nous sommes là grâce au comité de soutien qui, comme le rappelait notre ami François, rassemble maintenant plus de 600 personnes. Mais nous sommes là aussi grâce à 2 valeurs qui, pour moi, sont essentielles. L'amitié, et je crois partager avec un certain nombre d'entre vous cette force qui, à mon sens, fonde l'amitié. Et puis également une valeur qui, je crois, ces 2 dernières années l'ont montré et que nous partageons, qui est celle du courage. Je crois qu'on pourra me reprocher demain, avec l'équipe qui m'entoure, beaucoup de choses. Je suis prêt à l'entendre, à condition de faire preuve d'un peu d'honnêteté intellectuelle. Il y a un élément qu'on ne pourra pas nous retirer. C'est d'avoir su faire preuve, tout simplement, de courage. Et puis si nous sommes là ce soir et si j'ai ce bonheur de pouvoir être avec vous, et je peux vous assurer que j'attends ce moment avec impatience depuis des mois, pour ne pas dire depuis 6 ans, passionné de vie politique et de militantisme que je suis, c'est aussi pour des choses comme ça. Vous me permettez, je vais lire, sans la citer, et je ferai sourire les uns ou les autres, mais c'est un vrai courrier, de dire un courrier d'une Louise Tréhamès qui m'a écrit il y a quelques mois, parce que ce sont ces éléments-là qui, à un moment donné, lorsque vous êtes dans le doute, lorsque vous vous posez beaucoup de questions, lorsque parfois vous vous dites, eh bien, un mandat c'était bien, et puis finalement, je ferai autre chose. Eh bien, ce genre de courrier vous donne la force de croire qu'il faut continuer, aller plus avant, vous donne la force et l'énergie de poursuivre. Monsieur le maire, vous allez voir, c'est court. Je tenais à vous écrire après tout ce qui m'est arrivé. Lorsque je vous ai rencontré pour vous parler de mes problèmes, je n'y croyais pas trop. Vous avez bien voulu me recevoir et m'écouter. Mieux que cela, vous m'avez redonné confiance. La difficulté pour moi à nous accompagner avec ma famille face à l'autisme était réelle. Vous avez su trouver les mots et une solution à notre problème. Depuis, notre fils est scolarisé, accompagné tous les jours et mieux inséré. Quel soulagement! Je n'aurai pas assez de mots pour vous remercier, alors merci. Je peux vous assurer, ce genre de courrier, ça fait juste du bien. Il est évident qu'on ne s'engage pas au service des autres, avec les hauts, les bas, les difficultés, les erreurs parfois, simplement pour recevoir des merci au quotidien. Et certainement pas dans la société qui est la nôtre à l'heure actuelle. On s'engage parce qu'on a envie de donner de soi. On s'engage parce que l'on croit, à un moment donné, qu'il y a quelque chose d'un peu supérieur qui nous guide, et qui nous guide dans le service du bien commun et de l'intérêt général. Qui nous guide pour croire que, peu importe d'où chacun vient, à la condition que l'on soit en capacité de l'écouter, de l'accueillir. Oh oui, je sais, et pour en discuter régulièrement avec un certain nombre de collègues maires, beaucoup de nos concitoyens attendent de nous énormément, pour ne pas dire parfois trop ou beaucoup. Et je crois que souvent le principal, c'est simplement souvent de les écouter, de les accueillir. Si nous sommes en capacité d'apporter une solution, tant mieux. Ces solutions parfois nous échappent, souvent portées par la région, souvent portées par le département, ce qui, et ce n'est ni Claire Trouvé ici ce soir et Michel Fricou présent qui me démentiront,
nous permettent d'avancer parce que nous avançons dans le même sens, avec une majorité qui fonctionne dans le même sens. Mais le principal, c'est d'être à l'écoute et d'être en proximité de l'ensemble de nos concitoyens. Et je peux vous assurer que régulièrement, j'ai accueilli bon nombre d'habitants qui, tout simplement, sans tenir compte d'idées préreçues, d'idées politiques, d'appartenance des uns ou des autres, venaient me voir, venaient nous voir avec l'équipe municipale pour essayer, parfois sans succès, que nous puissions tout simplement leur apporter une réponse. Et je crois que c'est important parce que ce courrier témoigne que nous sommes tout simplement, chacun y croit et y adhère ou non, les garants de la République localement. Les maires et les membres du conseil municipal assurent encore ce qui forge l'adhésion aux valeurs républicaines, la commune dans sa proximité et qui, au-delà des critiques que les uns ou les autres peuvent avoir, je peux vous l'assurer, quand on va voir ailleurs et que l'on revient à Ouistreham, Rivabella, fonctionne très bien ici, dans notre commune. Alors oui, nous sommes engagés parce que nous sommes passionnés. Nous sommes engagés parce que nous jouons un rôle de proximité. Nous sommes engagés parce que nous savons pouvoir accompagner. Mais nous sommes engagés aussi parce que parfois, un maire et une équipe municipale doivent savoir dire non. Doivent savoir tout simplement se positionner pour accompagner au mieux, sans tomber ni dans la démagogie ni dans l'assistanat. C'est une force aussi que de faire comprendre à ses concitoyens que la réalité vient de ce que l'on va pouvoir tirer les gens vers le haut et pas forcément tomber dans un égalitarisme forcené qui consiste à distribuer à tout craindre et à espérer de collecter des voix derrière. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Et c'est peut-être une des raisons qui parfois a conduit qu'un certain nombre de personnes n'ont pas adhéré à la manière dont nous avons décidé de gouverner localement. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons au moins conscience de ce que nous avons fait et nous l'avons assumé avec force. Alors aujourd'hui, je suis devant vous parce qu'il y a un bilan avec une équipe. D'abord, nous avions formulé de nombreuses promesses en 2014. Si vous avez eu le bonheur de conserver le programme que nous avions établi à l'époque avec l'équipe municipale, nous avons, au-delà de ce qui n'était pas inscrit bien sûr, nous avons répondu de 95% des promesses qui étaient inscrites sur le document de campagne. 100% non. Et il faut être honnête avec vous. Pour la simple et bonne raison que les démarches administratives, les complexités dans lesquelles nous nous trouvons de nos jours, la réalité des rapports à l'État, les difficultés financières dans lesquelles les collectivités peuvent se trouver à la suite des baisses des dotations, ont nécessité que nous fassions un certain nombre de choix. Choix que nous avons assumés, parfois là aussi, avec nombre de critiques et nombre de difficultés. Mais ces choix nous ont permis aujourd'hui de nous présenter devant vous avec un bilan. Un bilan où, je le disais, des promesses qui ont été tenues et des promesses engagées qui ont été respectées. Et ça, c'est aussi une valeur à laquelle l'équipe municipale que j'ai l'honneur de présider, nous adhérons. Nous avons su faire plus avec moins, en assainissant une situation financière qui n'était pas simple. Rappelez-vous, nous avons pris la collectivité avec une dette équivalente à 100% du budget communal, plus de 15 millions d'euros d'endettement à l'époque, et le tout sous couvert de 3 emprunts, non pas toxiques, mais à risque, qui pouvaient demain, tout simplement, jouer un certain nombre de tours à la collectivité et qui auraient pu éclater au gré d'une bulle financière ou tout simplement de la variation des marchés. Il a fallu pour cela un travail acharné des services et des élus pour renégocier, remettre à plat l'ensemble de ces emprunts et faire en sorte que dans le calcul qui, une fois recapitalisé avec les intérêts d'emprunt, représente une somme d'un peu plus de 100 000 euros pour la collectivité. Oui, c'est une somme, mais c'est une somme face à une dette passée
dont nous avons hérité et qui, maintenant, est sorti du risque et qui nous permet d'assumer l'avenir avec un petit peu plus de sérénité, même si, il faut le dire, les comptes doivent toujours être suivis avec beaucoup de vigilance. Je le dis parce que, en parallèle, trop facile consiste la remarque de dire « vous n'avez pas fait ci » ou « vous n'avez pas fait ça ». Or, j'aurais bien aimé en voir certains qui maintenant sont établis en modèle de vertu et fins gestionnaires après n'avoir fait que lever la main pendant des années, sans n'avoir jamais géré un centime de la collectivité, c'est tellement facile, avoir fait face aux baisses des dotations de l'État. Je rappelle que lorsque nous sommes arrivés en fonction, l'État versait à la ville de Ouistreham-Rivabella plus de 2 millions d'euros par an. Et que nous arrivons là en fin de mandature à un versement proche de 400 000 euros. Comment faire, dites-moi, mesdames, messieurs, tout simplement, lorsque, au mois le mois, imaginez vos retraites, et on le sait d'ailleurs très bien, j'en suis désolé, certaines ont été d'ailleurs amputées, de dire que derrière vos budgets mensuels baissent non pas de 10%, non pas de 20%, mais de près de 30% pour une ville comme Ouistreham-Rivabella. Alors vous allez me dire, les autres villes ont subi aussi des baisses de dotation. Oui, il est vrai. Mais une ville comme Ouistreham-Rivabella a subi une baisse de dotation plus importante que d'autres, simplement parce qu'en tant que station balnéaire, elle bénéficiait d'un complément de dotation à l'époque. Complément de dotation qui, lui aussi, a été gentiment mis entre parenthèses et tout simplement enlevé aux communes. Alors je veux bien entendre un certain nombre de personnes dire « vous n'avez pas fait ci ou vous n'avez pas fait ça ». Mais qu'aurait-il fait ? Je crois avoir posé la question pendant 6 ans. J'attends toujours d'ailleurs la réponse. Alors, face à ça, face aux baisses des dotations, j'aimerais revenir aussi sur une facilité qui consiste à faire de la politique comme je ne la supporte plus, celle d'une politique démago-bobo, celle qui consiste à prendre des petites phrases, à les utiliser comme malheureusement trop souvent on les entend dans un certain nombre de médias en live sur la télévision ou dans les réseaux sociaux, qui consiste à prendre une petite phrase, la mettre en exergue et dire « Regardez, nous vous l'avions dit, rien ne va plus, la situation est catastrophique ». Or, lorsqu'on regarde le rapport de la Chambre régionale des comptes qui vient d'être établi, où il est indiqué que demain, la ville se trouvera dans une situation difficile. Certains oublient de lire la phrase qui précède, en disant « Si la ville demain veut assumer l'entièreté de tous les projets qu'elle souhaite porter, il lui faudra faire des choix, la situation sera difficile. » Tout d'un coup, la phrase prend un autre jour et se révèle dans un autre contexte. Contexte qui mériterait tout simplement, sous la forme d'une honnêteté intellectuelle dont un certain nombre ne disposent absolument pas, de rétablir point par point la vérité. Oui, nous avons baissé la dette à Ouistreham. Oui, nous avons fait 20% d'économie de budget sur l'ensemble des budgets communaux depuis le début du mandat. Oui, nous avons ramené les ressources humaines à un niveau entendable pour la collectivité qui lui permette d'être gérée. Il fallait prendre le dossier en main. C'est tellement plus facile de dire oui quand on vient vous voir pour avoir un emploi que de savoir dire non parce que nous n'avons pas les possibilités d'embaucher quelqu'un. Oui, nous avons fait des mesures et nous avons pris un certain nombre de mesures d'économie qui ont permis de redresser la barre. Alors, ce que je suis en train d'établir devant vous n'est pas évidemment un élément qui fait rêver les foules, n'est pas un bilan qui au quotidien conduit à ce que chacune et chacun adhère à la réalité de la politique que nous avons portée. Or, cette année, nous allons pouvoir afficher un excédent budgétaire. L'année dernière, nous avons affiché un excédent budgétaire de 60 000 euros. L'année précédente, nous avions déjà un excédent budgétaire. Cela fait 3 ans que la ville ramène un excédent budgétaire qui n'existait plus depuis 2010. Nous avons fait tout simplement sur la réalité financière,
la réalité de gestion, la réalité comptable du quotidien, un travail colossal de rétablissement des comptes de cette collectivité, et le tout sans connaître une augmentation massive des impôts. Et je le dis, oui, il y a eu les fins des abattements, parce que je n'ai pas peur de l'assumer. Oui, il y a eu un certain nombre de revalorisations fiscales dans des rues qui pouvaient être concernées par des travaux menés par les services fiscaux, mais au titre de la ville, j'aurais bien aimé savoir comment d'autres auraient fait pour commencer à combler une perte de 2 millions d'euros par an, à part vouloir augmenter les impôts. Nous avons perdu de l'argent d'un côté, nous avons fait des économies de l'autre, et en plus de cela, nous n'avons pas augmenté massivement les impôts. Voilà le résultat du bilan qui est le nôtre au cours de ces dernières années. Alors je le dis et je vais jusqu'au bout, qu'ils gardent leurs petites phrases, qu'ils gardent leur capacité d'autocensure de bien-pensants, de bourgeois bobos qu'ils peuvent être. Il est hors de question pour moi de me faire insulter comme on peut l'être régulièrement par certains, de dire qu'il n'est pas normal de s'entendre dire que rien n'a été fait. Mesdames, messieurs, oui, nous avons fait beaucoup pour notre ville, et oui, et je vais vous le dire dans quelques instants, nous continuerons de faire, parce que, je le crois, le travail que nous avons mené nous permettra demain de faire encore plus et encore mieux pour Ouistreham Rivabella. Vous savez, il y a un bon vieil adage qui dit « c'est pas parce que l'on crie plus fort que l'on a raison ». Quelques-uns ont beaucoup gesticulé ces dernières années. D'ailleurs, à titre personnel, en me posant la question tout de même de savoir s'ils ont simplement en pensée de dire qu'ils respectent la démocratie ou si fondamentalement ils ne la respectent pas, j'ai un souvenir de quelques membres d'une opposition montés sur le perron de l'hôtel de ville avec des cagoules, des battes de baseball, des vitres cassées, du mobilier de l'hôtel de ville qui a été saccagé, un maire ce jour-là insulté, menacé de mort à plusieurs reprises, et on voudrait nous faire croire qu'ils sont maintenant les défenseurs de la démocratie, qu'ils sont blancs comme neige, et ils osent se présenter au suffrage des habitants. Eh bien, je trouve qu'avant de faire la morale aux autres, il ferait bien, s'il fallait citer pour moi cette maxime, qu'ils regardent la poutre qu'ils ont dans leurs yeux plutôt que la paille qu'il y a dans l'œil du voisin. Pour moi, l'engagement, ça veut dire quelque chose. L'engagement dans la démocratie, ça veut dire que l'on respecte la démocratie. L'engagement dans la démocratie, c'est d'éviter de faire croire que l'on est celui qui la défend tout en étant derrière celui qui la condamne quand elle ne sert pas ses propres intérêts. C'est assez classique avec un certain nombre, mais cela ne m'a jamais conduit avec l'équipe qui m'entoure à ployer le genou à terre. Il m'en faudrait plus et certainement pas de céder à leurs quelques gesticulations, tentatives d'intimidation ou volonté de nuire. Vous savez, cet après-midi, et c'est un petit bonheur que j'avais oublié, cet après-midi, j'ai eu le bonheur de me retrouver face à quelques-uns de mes élèves. Je l'avais mis entre parenthèses et puis c'est un souffle nouveau qui ces derniers temps m'a fait beaucoup de bien. Je peux vous assurer qu'avec des jeunes de 10-12 ans, vous relativisez beaucoup de choses, vous vous rendez compte que la langue française reste un sujet, que l'histoire-géographie est une nébuleuse un peu lointaine, et que fondamentalement aussi, ils vous apportent beaucoup par leur énergie et leur vision déjà différente d'envisager la société dans laquelle nous vivons. Parce que ce qui est intéressant finalement, c'est l'engagement. Et, vous voyez, j'ai ce bonheur, chacun de le considérer ou de le critiquer, en plus d'enseigner l'histoire-géographie avec passion,
parce que ce n'est pas nouveau, hein, je fais rarement les choses à moitié, d'enseigner également ce qu'on appelle l'enseignement civique et moral, l'instruction publique, l'éducation civique. Et l'un des sujets de ces derniers temps pour mes élèves, où nous sommes donnés dans des méthodes dites modernes de pédagogie, à tirer au sort un certain nombre de sujets d'enseignement, certains élèves sont tombés sur, en 5e, ça n'est pas neutre, responsabilité et engagement au sein d'une société. Et là, un élève, pour lequel les choses sont très claires, je suis professeur en classe et pas autre chose. Et lorsque je passe, ce qui n'était pas toujours considéré comme tel par un certain nombre de collègues, sur la place Canaise, lorsque je passe l'entrée de l'établissement, eh bien, je ne suis pas autre chose qu'un professeur. Et les choses sont très claires dans mon esprit, et pour eux aussi. Mais là, un élève ne peut pas s'empêcher, piochant ce papier, de dire « Monsieur, l'engagement, c'est comme vous ». Et à la fois, on se dit deux choses. D'abord, ça vous touche, parce qu'il y a quelque chose où vous vous dites que, quelque part, il a peut-être un peu compris ce que peut représenter l'engagement, la responsabilité, le service de l'autre. Et puis, en même temps, ça vous donne un peu espoir en l'avenir, en vous disant que, bien, pour l'avenir, quelques jeunes de 10-12 ans auront sans doute envie de marcher dans mes pas, comme, et je le dis de manière tout à fait facile, mais je le dis parce que je le pense, comme j'ai eu sans doute à volonté de marcher dans les pas de Robert Pujol, comme j'ai eu volonté de marcher dans les pas d'André Ledran, qui lui-même, professeur d'histoire-géographie, n'avait été que le seul maire que j'ai connu à Ouistreham-Rivabella, et parce que je n'étais pas toujours d'accord avec lui et qu'en même temps je partageais un certain nombre de ses idées, m'avait donné à croire que pour changer les choses et participer de la vie des habitants, eh bien, il fallait s'engager. S'engager, prendre des responsabilités. Oula, ces derniers mois, j'ai le sentiment d'avoir redécouvert ce qu'était le terme responsabilité, à tout craindre et à tout niveau. Mais je n'ai jamais fui mes responsabilités, je les assume et je continuerai demain pleinement de les assumer. Alors, quand vous avez ce genre de vocation peut-être, en tout cas d'envie, eh bien vous ne pouvez que poursuivre à vouloir servir cet engagement. Et puis, derrière l'engagement, il y a forcément parfois aussi des moments de questionnement et de doute. Je le dis, et je le dis sans embâge, qui ne fait pas des erreurs? Allez, pour continuer dans la métaphore, qu'on vienne me jeter la pierre ce soir, celui qui, dans sa vie, n'a pas fait d'erreur. Alors oui, j'ai pris un engagement qui est un engagement de confiance devant nos concitoyens. Mais pour autant, est-ce à dire que je sois parfait? Est-ce à dire que tout soit extrêmement établi et que nous ne puissions pas sortir du chemin? Eh bien oui, ce sont des choses qui arrivent et je crois, et je le dis, ma chère Sophie, tu utilisais la métaphore nautique tout à l'heure, quand on est sur la mer, parfois le chemin le plus direct n'est pas forcément le plus court. Et en prenant un certain nombre de chemins et en étant parfois au bas de la pente, eh bien, on glisse, on avance et on recule et on fait parfois un certain nombre d'erreurs. Alors je le dis, et je le dis ce soir et chacun le prendra comme il le veut. En tout cas, je le dis avec mes tripes et je le dis du fond du cœur. Oui, j'ai appris et j'ai appris pour mieux vous servir demain et poursuivre le travail que nous avons mené.